Je vais parler de la communication et de l'authenticité de ce qui est vivant, live, comme on dit en anglais. Je pense que nous communiquons, quand il y a un spectacle, nous ne communiquons pas par les objets, mais par les sujets, c'est-à-dire par les personnes. Autrement dit, quand nous allons à un concert, c'est la personne elle-même qui émet une vibration, une énergie, une force, et pas ce qu'elle joue. Bien évidemment, cette énergie, cette force qui vient de la personne, elle va se manifester à travers son jeu. C'est en jouant que cette énergie va s'exprimer. Mais c'est d'abord l'énergie de la personne. Et on ne saurait accepter cette proposition quand il s'agit de quelqu'un qui joue l'œuvre de quelqu'un d'autre. Parce que jouer l'œuvre de quelqu'un d'autre, c'est en fin de compte être dans le champ de l'objet. Un objet qui est déjà là, qui préexiste. C'est comme étonnant. L'objet préexiste au sujet, alors que c'est le sujet qui devrait préexister à l'objet. Étonnant. Donc on a un phénomène inverse. C'est comme si l'enfant préexistait à l'accouchement. C'est quelque chose qui, complètement, qui ne tient pas debout. On est bien d'accord là-dessus. Donc, ce qui me paraît fondamental, c'est la rencontre avec l'autre, en pleine expression, en pleine création. En pleine excrétion, quelque part. En pleine sécrétion. Et l'objet lui-même n'est que finalement un sous-produit de cette expression. Quelque chose qui reste. On dirait presque un excrément. Donc, se contenter d'excréments, c'est pas très heureux. On est d'accord là-dessus. Tant qu'à faire, exigeons d'aller à la source, là où les choses sont encore vivantes. C'est comme par exemple, voilà, je suis désolé de prendre des exemples un petit peu triviaux, mais est-ce qu'on ne préfère pas avoir accès à ce qui est frais, à des légumes frais, à des fruits frais, à de la viande fraîche, quelque chose qui est déjà digéré, et que personne ne voudra consommer d'ailleurs. Il y a une puanteur de ce qui est déjà consommé, de ce qui est déjà digéré, de ce qui est rejeté. Je ne comprends pas comment nous pouvons vivre dans une société où les gens se nourrissent d'excréments. Et ça ne peut se concevoir que dans une société de pénurie totale. Comme si on avait perpétué, dans un tout autre contexte, des conditions de vie limites qui auraient pu exister à un certain moment. Comme par exemple, comme je disais, autre chose, les conditions de vie, de l'occupation, auraient créé un art de vivre qui se serait perpétué après l'occupation, à la libération et au-delà. Comme par exemple le maintien de l'heure de Berlin encore de nos jours à Paris. Et d'autres choses, d'autres comportements, notamment comme le végétarisme, qui serait né d'une période de privation. Tout à l'heure, je lisais dans un article sur le Venezuela, des gens qui disaient qu'on ne pouvait plus manger de la viande comme ils en avaient l'habitude. Et qu'ils étaient obligés de se contenter de sous-produits. Sous-produits qui étaient réservés souvent aux chiens, aux animaux. Les gens avaient le sang. Les gens qui font cela, ils ont le souvenir de
façon normale de manger. Mais dans nos simulations, on a l'impression que cette façon normale de manger est tellement éloignée que la norme est devenue l'exception. Ça, c'est un premier point que je voulais aborder avec vous. Un deuxième point, que je pense pouvoir relier au premier, bien que ce soit un deuxième point, c'est qu'il faut distinguer entre les personnes qui sont mues de l'intérieur et les personnes qui observent le monde. Alors, certains nous diront, croyant bien dire, croyant bien faire, que quelqu'un qui dit des choses qui lui tiennent comme ça viscéralement, c'est très bien. Non, c'est pas très bien. Parce que ça signifie, en réalité, j'essaie de bien me faire comprendre, ça signifie que la personne agit sur ordre. Comme quelqu'un à qui on dirait, voilà, bon ben vous faites ceci ou cela, vous faites ce qu'on vous demande. Elle ne va pas tenir compte de ce qui se passe. Elle ne va pas tenir compte de la réalité, si ce n'est pour lui appliquer les ordres qu'on lui a donnés. On peut penser par exemple à certaines interventions policières où on se contente d'appliquer les ordres et où on se fout complètement de ce qui se passe autour de soi, si ce n'est pour les appliquer. Donc, quelqu'un qui est mu par une impulsion intérieure, ça veut dire qu'il ne regarde pas le monde extérieur. Alors, je pense aux astrologues, au discours des astrologues, qui vous parlent d'un thème astral qui serait là, et qui nous ferait agir. Oui. Mais ça, c'est un phénomène de machine. Ce sont les machines qui fonctionnent comme ça. Les machines, elles sont programmées pour faire certaines choses. Voilà. Il y a une programmation, il y a un ordre, c'est pareil. Et puis, voilà, elles font ce qu'elles ont à faire. Elles font ce qu'on leur dit de faire. Donc, ce psychologisme qui consiste à dire « Ah oui, mais voilà, faites ce que vous ressentez », ça renvoie paradoxalement à la machine. La machine qui fait ce pourquoi elle est faite et qui dit ce qu'on lui a demandé de dire. Qui est en mission, en commission. Elle est commise à faire ceci ou à faire cela. Missionnée. A contrario, celui qui regarde le monde, qui observe le monde, il ne le voit pas à travers des lunettes, des grilles qu'on lui a mises dans la tête, qu'il projette sur le monde et qu'il va. Ça fait penser, vous savez, au fameux lit de Procuste, n'est-ce pas? Il veut faire entrer à tout prix dans un schéma, dans un carcan, la réalité. Soit, quand ce carcan est trop vaste, il provoque de l'écartèlement, et quand il est trop petit, on coupe carrément ce qui dépasse. Les Israéliens appellent ça le lit de Sodome. Nous, en Occident, on parle plutôt du lit de Procuste. Bandit de grand chemin qui torturait ainsi ses victimes. Et ce procustisme, en quelque sorte, ou ce sodomisme, si on veut, c'est un peu ce qui se passe avec ces gens qui n'observent pas le monde, ne captent pas le monde, et ne le voient qu'à travers des œillères, à travers des lunettes.
en réalité, toute création implique d'observer le monde extérieur. Même le sculpteur, c'est en observant le bloc de marbre qu'il y trouve son inspiration. Donc c'est à l'extérieur de lui-même qu'il trouve l'inspiration, qu'il observe les choses. Et après, il peut essayer de les réfléchir, de les analyser. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas d'abord la théorie, puis la pratique. C'est l'observation, puis la théorie. C'est exactement l'inverse, c'est la perversion. Mais en réalité, les deux positions sont acceptables. Parce que tout simplement, nous avons des humanités très différentes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est comme ça. Il y a des esclaves, comme dire, il y a des maîtres, comme dirait Nietzsche. Les esclaves, ils font ce qu'on leur a demandé de faire. C'est les machines, les esclaves, les animaux, etc., etc. Ils appliquent les consignes, bêtement, aveuglément. Aveuglément, c'est-à-dire sans regarder ce qui se passe. Et puis, il y a une autre population qui, elle, n'est pas de cet ordre de la mécanique, de cet ordre de justement de quelqu'un qui est aux ordres, et qui, eux, regardent le monde, l'observent, essaient de le comprendre, de l'appréhender tel qu'il est. Et ceux-là, généralement, font des bons scientifiques, des bons chercheurs. Comme dirait Picasso, ils trouvent, ils sont à l'écoute du monde, ils sont à l'affût du monde. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire dans cette causerie. Il y a des personnes qui fonctionnent d'un certain... Il faut se mettre une fois pour toutes dans la tête que nous avons deux humanités radicalement différentes, qui ont des enjeux totalement différents et qui cohabitent d'une certaine façon en symbiose et qui doivent apprendre quelque part à se respecter, ce serait déjà un point de départ.